je vais répondre à la question. La question de Jean-Michel, c'était finalement les dirigeants politiques savent qu'ils ne seront pas à la lutte parce qu'il y aura une alternance systématique, mais ça leur est égal puisqu'ils reviendront après. Il y a un bon exemple, c'est 1999. En 1999, il y a eu des élections européennes, et là, le RPR et le PS avaient deux têtes de liste. La tête de liste du RPR de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, et la tête de liste du Parti Socialiste, c'était François Hollande. Les deux ont été élus, bien sûr, puisqu'ils étaient tête de liste, et les deux ont démissionné tout de suite. C'est-à-dire que, évidemment, là, c'est le Parlement européen, ça ne les intéressait pas parce que les carrières politiques se font sur la scène nationale. Ils sont revenus au Parlement, bien sûr, national. Première chose qui illustre ce que tu dis, on se sert de la scène européenne pour défendre son compte de commerce, mais finalement, après, on l'abandonne parce qu'on revient sur la scène nationale. Là, je parle des politiques. Deuxième chose, les deux personnages que je viens de citer, vous savez quel rôle ils ont eu du côté français récemment. Le premier a négocié le TSCG et le second l'a ratifié. C'est-à-dire que dans l'ordre des alternances, ils ont fait exactement le même boulot. Et s'il y en a un troisième qui vient après, sur de l'UMP ou du PS, il continuera la série. Donc effectivement, ta question était déjà rangée en 99, si je veux dire, ils avaient déjà répondu en 99. Ils avaient déjà répondu, on est sur la politique comme en 2005. Je rappelle qu'en 2005, Nicolas Sarkozy était le chef du grand parti de droite, et que Hollande était le chef du grand parti de gauche, et qui disait la même chose en 2005. On les avait, nous, pour adversaires communs dans notre argumentation. Et puis, dernière chose, au Parlement européen, dans 90% des cas, ils votent les textes. C'est-à-dire que sur la scène nationale française, ils se battent en disant qu'ils sont des gens totalement opposés, mais quand il faut voter au Parlement européen, dans la grande majorité des directives, ils votent la même chose. Donc effectivement, ils ont compris que la scène européenne leur servait à se mettre d'accord, voilà, et que la scène nationale servait de changement de majorité. Mais qui est utile, parce que dans le fond, si on ne parle que du dossier européen, sur d'autres dossiers, il y a différentes situations. Mais sur la question européenne, ils sont d'accord sur bien des sujets. Essayer de dire pourquoi, à mon avis, l'Union européenne est un système contre-démocratique. Un peu comme dans la Révolution, il y avait des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, on entend une expression, des gens disent, dans les débats publics sur l'Europe, ah mais il y a un déficit démocratique. Je pense que cette expression, elle est malheureuse, on ne devrait plus l'employer, parce qu'elle veut dire que finalement, avec les institutions dont on vient de parler, on pourrait s'arranger, on pourrait les modifier un peu, et puis ça pourrait aller. Je pense que dès l'origine, c'est ce que j'essaie de montrer, dès l'origine, il y avait une volonté justement qu'il n'y ait pas de démocratie, que ce soit un système adémocratique ou contre-démocratique, on l'utilisera quand on veut. Alors je vais juste, comme j'ai un quart d'heure pour le faire, je vais juste faire trois pistes de réflexion et puis après on pourra en discuter. D'abord, aux yeux des citoyens européens, il n'y a pas de finalité politique claire de ce que doit être l'Union européenne. Et ça a été intentionnel, à la fois historiquement et géographiquement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Historiquement. Historiquement, j'en ai un peu dit deux mots ce matin, les pères fondateurs de l'Europe, comme on les appelle, avaient une vision technocratique de l'Europe, où ils voulaient que les peuples soient marginalisés, c'est-à-dire en dehors des décisions européennes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Prenons la CECA, qui est la première institution européenne, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Jean Monnet, qui en est le réalisateur, et Schuman, qui en est le porte-parole. En gros, ils ont dit, on va confier le pouvoir à une autre autorité, qui aura tous les pouvoirs, et qui sera une technocratie. 9 personnes. Qui, au bout d'un moment, vont se coopter pour diriger la chose. Il y aura un Parlement, mais qui ne sera qu'une assemblée consultative, délégation des parlements nationaux, elle ne servira à rien. Bon. Ça, il l'a fait, alors, il faut savoir que ça, c'est la thèse fonctionnaliste, Jean Monnet. Fonctionnaliste, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire qu'on va faire des petits pas, et on va faire par secteur. C'est-à-dire, le charbon et l'acier, ça mange pas de pain, ça rapproche, c'est la paix, etc. Et donc, on peut exclure le peuple, parce qu'en fait, on fait œuvre pacifique, donc la personne qui compte, et puis, avec ça, on va essayer de voir comment on fait marcher le charbon et l'acier. En faisant ça, je vais vite, mais en faisant ça, Jean Monnet introduit l'effet pervers antidémocratique européen, c'est-à-dire qu'il se dit on va le faire petit à petit, on va rajouter une couche à chaque fois, mais on va à chaque fois conserver en marge le peuple. Et alors, de traité en traité, de modification institutionnelle en modification institutionnelle, on arrive aux années 90, traité de Maastricht. Puisque le traité de Maastricht est le premier, même si normalement ce aurait dû être le traité de Neptune, mais historiquement, le traité de Maastricht est le premier qui pose problème parce qu'on consulte les peuples. Enfin, pas tous, certes. Une autre expression qui est assez maudite, c'est l'acquis communautaire. Voilà, il y a un acquis communautaire.
Si les Hollandais votent contre, ils votent contre quoi? Contre les réformes proposées par le traité de Maastricht ou pour tout ce qui a été fait auparavant. S'ils votent pour tout ce qui a été fait auparavant, il faut en faire un nouveau contrat politique. On a eu la même chose en 2005, rappelez-vous, dans la bataille contre le PCE. Nous, on bataillait surtout contre la partie 3, dans laquelle il y avait tout ce qu'il y avait de plus horrible. Qu'est-ce que disaient nos adversaires? Ils disaient ça, on ne touche pas, ça existe déjà avant. C'est l'acquis communautaire. Et donc, là, Jean Monnet a introduit un effet pervers, c'est vous allez tout accepter parce que petit à petit, on va introduire un système dans lequel on ne vous aura pas demandé votre avis, et puis hop, ça tombe, c'est un domaine institutionnel dans lequel vous n'avez plus le choix. C'est en gros un despotisme éclairé moderne. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? On exclut les peuples de la délibération et de la décision, première chose. Et deuxième chose, il y a des conseillers, enfin des technocrates, Jean Monnet en était le révélateur, qui sont là pour conseiller l'idée des princes. Jean Monnet disait ça en 77, juste avant de mourir. Il était allé voir Giscard d'Estaing, et je vous lis la citation, parce qu'elle vaut le coup. Elle dit « Je suis revenu parce qu'il y a une chose que j'ai oubliée et je tenais à vous dire. J'ai vu votre façon d'agir que vous avez compris l'essentiel. » Voilà. Donc, Jean Monnet voulait lui dire « Vous avez compris ce que j'ai voulu faire du point de vue de l'antidémocratie, de la contre-démocratie, de la démocratie comme vous voulez, continuez comme ça, c'est ce qu'il faut faire. » Et Giscard, effectivement, a représenté cette évolution. Bon, ça c'est l'aspect historique. On est piégé, on l'a vu en 2005, parce que quand on dit non, on nous dit « Ah mais vous rejetez tout en bloc, mais on ne peut pas tout refaire. » Parce que ça, on l'a déjà acquis depuis des années, donc on ne peut pas tout recommencer. Et on est obligé de recommencer à partir d'une base dont les peuples n'ont jamais discuté historiquement. Donc il y a un piège démocratique où on discute de quoi finalement? De est-ce qu'on veut un président pour l'Union européenne? Ce n'était pas notre souci en 2005, puisque ceux qui étaient pour l'Union européenne nous disaient nous allons avoir un président pour l'Union européenne. On dit oui, d'accord, si vous voulez, mais ce n'est pas notre problème. Notre problème n'est pas là. Il était dans ce que disait Robert tout à l'heure, c'est-à-dire donc qu'est-ce qu'on va décider ensemble, comment, pourquoi, c'est-à-dire reprendre à la base sur tous les questionnements démocratiques de base. Après, il y a l'aspect géographique qui n'est pas négligeable. Au départ, on était 6, maintenant on est 28. Alors, donc non seulement il n'y a pas de finalité du projet politique, comme je viens d'essayer d'expliquer rapidement, mais il n'y a pas de finalité de l'espace politique européen, puisqu'il change sans arrêt. Et chaque fois qu'il change, il y a des aberrations démocratiques. J'en prends deux. Dans les années 70, il y a 4 pays qui demandent, 72, 4 pays qui demandent leur adhésion à l'Union européenne. La Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Il y a des référendums dans 2 pays, c'est-à-dire 3 pays, pardon. L'Irlande, le Danemark et la Norvège. Là, il se trouve que la Norvège vote non. Dans la constitution norvégienne, le Parlement européen aurait pu, le Parlement norvégien aurait pu passer outre, parce que c'était lui qui avait le dernier mot. Or, 75% des députés norvégiens ont dit non, on n'en veut pas. C'est-à-dire, on ne veut pas passer outre la décision populaire. Donc, ils ne sont pas rentrés dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après, en 2014, au niveau européen? On a fait le gros baromètre. On s'est dit, il y a déjà un peuple qui commence à dire non, il faut le surveiller. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter du fond, pourquoi les Norvégiens ne voulaient pas reprendre la base démocratique de tout, on a dit qu'il faut les surveiller parce qu'ils peuvent indisciplinés, ils peuvent voter non. Deuxième chose, l'Angleterre. L'Angleterre, c'était bien sûr l'os, si je veux dire. Puisque à la fois, il y avait eu 2 vétos gaullistes et contre, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Angleterre? Pompidou organise un référendum en 72 pour dire est-ce que vous voulez, vous, Français, que les Anglais rentrent dans l'Union européenne? Les Français votent oui. On aurait pu penser que ce soit réciproque, c'est qu'en Angleterre, il y a un référendum pour savoir si les Anglais doivent récupérer la veille. Il y a la veille en 72, il a eu lieu en 75. Et en 75, en Angleterre, on a dit est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne? Alors ça faisait 3 ans qu'ils y étaient. Ils ont dit non, ça on va rester. Donc là, il y a encore du traficotage démocratique. C'est-à-dire que quand on rentre dans une famille, quand il y a un contrat dans une famille, on demande au même moment oui aux 2 partenaires. On ne va pas demander oui à l'un à une année, puis 3 ans après, il y a la même chose. Je passe vite. Dans les années 90-2000, les pays de l'Est, même chose. Il y a des référendums dans les pays qui demandent leur adhésion. Mais il n'y a pas de référendum dans les pays qui sont déjà membres. Donc ça compte surtout que le traité de Maastricht avait déjà institué la citoyenneté européenne. Donc en tant que citoyen européen, on aurait pu avoir un débat sur quel est le périmètre géographique qu'on veut de l'Union européenne. Pourquoi faire ça? Et il n'y a pas eu lieu. Donc, ni historiquement, ni géographiquement, les choses sont claires. Et chaque fois qu'il y a des décisions européennes qui sont prises, elles sont faites pour brouiller justement les repères démocratiques que nous avons classiquement. Alors, ça c'est le premier point, c'est les finalités. Alors, pourquoi faire? On ne sait pas tellement le projet politique et on ne sait pas tellement sur l'espace, puisqu'il bouge sans arrêt.
Après, il y a un deuxième aspect, c'est la soumission des États au contrôle d'une cour de justice. Bon. Quand on institue en 1957 le traité de Rome, on institue une cour de justice. Et cette cour de justice, elle devient la garante des traités. Normalement, quand on contracte des traités entre États, c'est les États eux-mêmes qui sont garants des traités qu'ils signent, qui s'engagent à les respecter. Là, ce qu'on fait, non, on va le confier à une cour européenne de justice qui, de plus en plus, va acquérir compétences pour décider ce qui est bien ou pas bien de faire dans l'Union européenne en termes de politique européenne et de respect des institutions. Alors, ça a deux conséquences majeures. La première, c'est que ça neutralise le politique, puisque c'est une technocratie judiciaire qui décide en toute, comment dire, sans que les citoyens n'en sachent rien des cours des décisions, les arrêts de la Cour de justice européenne. Aucun citoyen ne les connaît, pourtant elles sont d'une ampleur considérable. Il y en a eu 5000. Hein. Voilà, il y en a eu 5000, exactement. Et ça, quel citoyen européen les connaît? Où on en débat, quel est le lieu politique en Europe où on dit ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord? Nulle part. Bon. Deuxième chose, c'est un lieu de neutralisation de la conception de l'interventionnisme politique d'un État, puisque ça juge toujours selon la règle la plus libérale, la plus orthodoxe du point de vue libéral. Donc si un État veut intervenir sur quelque politique il veut, il sera toujours tapé sur les doigts, puisqu'il sera contre, effectivement, la base institutionnelle européenne. Donc on a à la fois du point de vue technocratique et à la fois du point de vue politique une anomalie majeure, puisqu'elle nous empêche de débattre, finalement. Les formes, troisième point, les formes de la contre-démocratie européenne, quelles sont-elles? Je vais en dire deux. La première, c'est que toutes les institutions européennes, et Jean Monnet en a été l'illustration parfaite, il le dit très bien dans ses mémoires, c'est repousser le conflit. Jean Monnet avait horreur des conflits. Et les conflits viennent quand les peuples s'en mêlent. La populace arrive, alors là il y a des conflits, on s'agit. Si c'est quelques technocrates autour d'une table, ils se mettront d'accord et il n'y aura plus de conflit. Donc, or la démocratie, depuis toujours, c'est la gestion des conflits collectifs. Alors on débat tous sur la table, on dit moi je suis pour ci, moi je suis pour ça, et puis après on dit et quelle est la solution que vous voulez? Et après, éventuellement on vote, éventuellement on détermine une majorité. J'ai deux exemples de lieux qui sont hautement conflictuels et que les institutions européennes ont bridé pour en faire des lieux de non-conflit. Le premier, je ne vais pas en parler, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Parlement européen. Le Parlement européen, par définition, c'est un lieu où il ne se passe rien. Puisqu'on marche au consensus, souvent on ne vote pas, les gens sont là, oui, on est tous d'accord entre nous, alors qu'en fait, on vient de dire tout à l'heure, les citoyens ne le sont pas. C'est-à-dire que ces parlementaires qui sont censés représenter les citoyens sont très consensuels, ils marchent au consensus au Parlement, mais en fait, ils ne reflètent pas du tout l'état d'opinion qu'ils sont censés représenter. Donc le Parlement, qui normalement devrait être un lieu de débat, on s'étrique à la rigueur, où on dit moi je suis d'accord, je suis d'accord, le Parlement européen ne joue pas ce rôle-là. Deuxièmement, les organisations syndicales. C'est-à-dire que là aussi, depuis 1972, on a créé une Confédération européenne des syndicats qui est censée être un lieu de discussion entre les institutions européennes et les syndicats. Mais un syndicat n'est pas fait pour ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le dialogue à la place de la négociation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe au niveau de la CES? Il y a des négociations intenses et permanentes tout le temps entre les représentants de la CES et les institutions européennes au premier lieu de la Commission. Donc, alors il y a un dialogue permanent. Mais est-ce que ce dialogue reflète l'état d'opinion dans les pays européens? Non, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il y a certains pays d'Europe qui sont influençants socialement, et la CES continue à faire son travail institutionnel que a voulu en 1972 les institutions européennes. Donc là aussi, les syndicats sont pris dans une espèce de fin du conflit où on essaie de tout négocier, enfin pas tout négocier, tout dialoguer pour essayer de trouver un accord entre patronat et syndicats et que ça se passe à Bruxelles, dans le lieu le plus central, quelqu'un le disait tout à l'heure, le plus éloigné de là où les gens vivent et travaillent, c'est-à-dire des lieux de production. Ça, c'est pour repousser le conflit. Je pense que là, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'on devrait dire en Europe, on ne va pas éviter le conflit, mais au contraire, on va le provoquer, pour essayer de voir, on en parlait un peu ce matin, quels sont les peuples qui sont d'accord avec telle ligne politique, et quels sont les peuples qui seraient d'accord avec telle autre ligne politique. Le deuxième aspect, je finirai là-dessus, c'est le consensus et ses dérives. Alors, les fonctionnalistes, Jean Monnet et d'autres, mais surtout Ernst Haas,
2AS, sont les théoriciens européens de ce qu'on appelle la thèse fonctionnaliste. La thèse fonctionnaliste, c'est de dire on va faire des réformes petit à petit, et puis ça va rentrer dans les mœurs, même si les peuples ne sont pas consultés. Puis ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne consultera jamais les peuples. C'est des technocrates qui vont décider de certaines choses qui sont importantes pour le bien des peuples. Despotisme éclairé. Haas disait lui-même les citoyens se désintéressent de l'Europe, et c'est une bonne chose, comme ça on peut faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'ils appelaient le consensus permissif. C'est lui-même qui a appelé ça consensus permissif. C'est-à-dire, vous me permettez de faire ça parce qu'on est entre nous, et c'est consensuel entre quelques experts, et comme les peuples ne savent pas ce qui s'y passe, ils permettent. Voilà. Le seul problème, c'est que depuis les années 90, les peuples ne permettent plus. C'est-à-dire que la thèse fonctionnaliste, c'était, avec le consensus permissif, on va passer d'une intégration économique à une intégration politique. Peut-être qu'on n'en parlera tout à l'heure avec le fédéralisme d'ailleurs. Donc c'était ça l'idée des fonctionnalistes, de Jean Monnet, de Haas, etc. On va passer de l'intégration économique à l'intégration politique, mais comme les peuples ne vont pas s'en mêler, on va le faire tranquillement à notre rythme. Et puis dans les années 90, le traité de Maastricht, et encore plus sur le TCE au début des années 2000, c'est la preuve que ça ne marche pas, cette histoire. Donc à ce moment-là, on passe du consensus permissif, si j'ose dire, au dissensus contraignant. C'est-à-dire que puisque les Européens ne s'en foutent pas, mais qui commencent à dire non, et qui commencent à s'agiter, eh bien, qu'est-ce que c'est le dissensus contraignant? Quand c'est un petit peuple, les Irlandais, les Hollandais, on le fait voter. Quand c'est un grand peuple, c'est plus embêtant. Quand c'était la France en 2005. Donc là, on va faire semblant de réécrire un texte. Troisième chose, ne plus consulter un référendum. Puisque vous dites non quand on vous consulte, on ne vous consulte plus. Alors, et puis, quatrième chose, et c'est les derniers traités, MES et DSCG, c'est on ne va plus faire à l'unanimité, mais quand une majorité de pays auront ratifié, il pourra rentrer. Donc ça veut dire qu'on pourra contourner les mécontentements institutionnels. Donc ça veut dire qu'au lieu de régler la crise démocratique qui se pose, ils en sont bien conscients, puisque je l'ai dit au départ, ils parlent de déficit démocratique. Ce n'est pas un déficit démocratique, là, ce que je viens de dire. C'est une contre-démocratie, c'est pour ça que je disais ça. Ils utilisent toujours des moyens pour détourner de la question principale. La question principale, c'est avec qui on fait un contrat politique, pourquoi faire, dans quelles limites, etc. Bon, et ça, on ne pose jamais la question. Ou quand on la pose, on trouve un moyen d'étouffer la chose. Alors donc, où on en est aujourd'hui, je finis là-dessus, c'est ma conclusion, on n'en est que de consensus permissif à dissensus contraignant. Aujourd'hui, les dirigeants européens, qu'ils soient nationaux ou européens, mais c'est les mêmes, bien sûr, les dirigeants européens sont dans une tour d'ivoire où finalement ils ne veulent plus discuter de rien. Sinon de choses qui sont préétablies à l'avance entre eux. Et voilà. Donc, à mon avis, et les indignés le disent d'ailleurs, quand on lit la plateforme des indignés, ils disent très clairement il faut que les peuples votent sur les traités fondamentaux de l'Union européenne. Et je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire que si on doit repartir sur une base fixe, stable, il faut qu'il y ait un débat d'abord, c'est-à-dire étaler nos différences, débattre entre pays européens de ce pourquoi on est, ce pourquoi on n'est pas. Et puis après, essayer de voir comment on peut reconfigurer politiquement l'Union européenne pour qu'il y ait des espaces politiques, peut-être pas 28, mais des espaces politiques qui puissent fonctionner. C'est-à-dire, quand je dis fonctionner, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de règles démocratiques où les peuples puissent avoir leur voix au chapitre. Et au moins de temps en temps, dire on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Puisque là, on fait un système où on bloque tout et on empêche les peuples de dire non, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Alors la crise sanitaire, elle peut avoir plusieurs formes. Par exemple, on a parlé de Syriza tout à l'heure. Si Syriza, alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas annoncé de rupture claire, mais ils avaient annoncé qu'on ne respectera pas les mémorandums. C'est-à-dire qu'on plongeait droit dans la crise politique européenne. Là, c'est là que des mouvements comme Attaque ou d'autres ont la jouer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand la crise sanitaire, je dis sanitaire, parce qu'à partir de là, on pourrait construire quelque chose arriver, il faudrait qu'on soit prêt à faire au niveau national, nous Français, mais Attaque l'Allemagne, etc., une campagne massive pour soutenir ce projet-là. Et pas les laisser tout seuls. Parce que si on les laisse tout seuls, effectivement, les 27 autres gouvernements européens vont les descendre tout de suite. Donc, moi je pense effectivement qu'on va petit à petit vers alors d'où ça partira, je ne sais pas, mais il y aura un pays où il y aura une volonté de ne pas respecter quelque chose qui est la goutte d'eau qui fait déborder les vases, et qu'à partir de là, il faut que des mouvements sociaux, politiques, etc., soutiennent entièrement, massivement,
et montre qu'on ne les laisse pas isolés. Parce que là, effectivement, ça serait un problème dramatique pour le pays isolé en question. Voilà. Et nous, en France, on n'a pas conscience qu'on attend beaucoup de nous ailleurs. Et ça, c'est un problème majeur. C'est-à-dire que quand on discute avec d'autres gens dans d'autres pays d'Europe, ils nous disent, mais qu'est-ce que vous coûtez, etc. Voilà. Donc, il y a un autre problème en Europe, c'est que la France ne joue plus le poids qu'elle a. La France a toujours été, au début de la Constitution européenne, un élément moteur de proposition. Des choses, d'ailleurs, elle est pire. Mais à l'arrière, elle était un élément moteur. Depuis quelques années, elle est le moteur de rien du tout. C'est-à-dire, elle a disparu de la circulation. Donc, l'impulsion de quelque chose. Donc, c'est vrai qu'Attac pourrait être à l'origine d'une remobilisation de toutes les forces. Alors, je sais bien qu'elles sont dispersées. Le problème aussi, politiquement, quelqu'un a posé la question sur le front gauche, le problème, c'est la dispersion politique en France. C'est très difficile, effectivement, en France, de mobiliser un camp d'une alternative en Europe, parce que, politiquement, en France, on est divisé. Et bien, la chose, et j'arrête là, ça a été une question au tout début. Et si en France, on faisait comme l'Allemagne, c'est-à-dire on faisait un gouvernement UMP-PS, ça simplifierait les choses. Eh bien, nous, on a un autre problème en Europe, c'est qu'il y a une contradiction d'institution. C'est-à-dire que la Constitution française fait qu'il faut faire un bipartisme. Il faut qu'il y ait deux partis qui fassent semblant de s'opposer, ce qu'ils font très bien. Et puis, quand ils sont élus, après, ils font autre chose. Les autres pays européens, où la proportionnelle est plus importante, n'ont pas ce problème. Parce qu'eux, ils peuvent aller devant les électeurs et dire, oui, on fera peut-être une coalition. Nous, les partis vont devant les électeurs et on ne fera jamais de coalition parce que c'est nos ennemis à mort. Et donc, voilà, ça sera Sarkozy-Hollande, il y en a qui va tomber, et puis celui qui ne tombe pas, il reste debout, il a le facteur, il garde debout. Et l'autre attend 5 ans pour revenir. Donc nos institutions, notre constitution française bloque aussi cette vision européenne des choses. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans nos institutions et dans le mode de fonctionnement politique français en adéquation avec ce qui se passe au niveau européen. Donc, quelqu'un parlait d'une constituante, moi je suis d'accord, mais d'abord en France, c'est-à-dire modifions la constitution française pour essayer après s'attaquer au niveau européen. Je pense que si on commence par le niveau européen, on a de tellement mauvaises institutions françaises qu'on n'est pas arrivé, parce qu'en fait, on retombera dans le bipartisme qui nous pose un problème.